Bien, donc aujourd'hui, on va travailler sur plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler. Parce que bon, on continue évidemment notre parcours dans les politiques linguistiques et on va regarder un peu les questions d'élaboration des politiques linguistiques éducatives et tous les facteurs sociaux de décision des politiques linguistiques éducatives. Donc, comment en fait on articule en fait les politiques linguistiques éducatives avec la réalité de la société, avec les différentes langues qui y sont parlées et avec les représentations des individus, enfin que les individus dans les sociétés ont de ces langues, ainsi que évidemment les besoins en fait euh, plus ou moins rationalisés en fait sur les questions d'accès à certains marchés, d'internationalisation, etc. Vous voyez que le monde bouge beaucoup. Hein, vous avez vu que le monde a beaucoup bougé en fait dans le XXe siècle avec ce qu'on appelle la mondialisation, hein, avec le fait qu'on ait des échanges absolument avec le monde entier. Bon, je dirais, il y a aussi des changements internes en fait aux différents pays. Et donc on regardera un petit exemple concret. C'est pas un petit exemple, c'est un exemple tout à fait passionnant. Un exemple concret, en fait, même si ça déflore un peu le travail que vont faire nos collègues Mélanie et Hanan sur le Maroc. Donc on va regarder une petite vidéo aussi aujourd'hui sur le Maroc et voir un peu la situation linguistique actuelle du Maroc parce que elle est aussi passionnante et elle est aussi intéressante à comparer en fait avec les voisins du Maghreb. Puisqu'il y a un certain nombre de facteurs communs et un certain nombre de facteurs, enfin, il y a un certain nombre de différences, évidemment, entre le Maroc, l'Algérie, bon, vu leur situation historique, vu les langues qui y sont parlées, et vu leur politique internationale et la manière dont ils pensent s'inscrire, en fait, dans des échanges internationaux. Donc tout ça fait partie des facteurs sociaux de décision des politiques linguistiques. Et ça peut changer beaucoup la donne. On a vu qu'en Europe, en fait, on avait un discours sur le plurilinguisme, qu'on a, bon aussi qu'il y a des choses aussi évidemment qui bougent à l'intérieur de l'Europe, avec par exemple le Brexit, et donc, mais qui ne va pas remettre en cause de façon assez évidente la prééminence de l'anglais dans les échanges internationaux, en particulier au niveau de l'Europe, même si ça peut changer peut-être quelques petits paramètres, quelques réglages, quelques fine-tuning, on dirait évidemment en anglais, de l'Union européenne. Ça ne va pas changer fondamentalement la place prééminente de l'anglais dans les échanges internationaux. Bon, il y a d'autres choses qui changent évidemment de façon plus importante en fait. C'est l'évolution, bon, on le verra sur le Maroc, l'évolution en fait des langues de communication dans les pays, en dehors des systèmes éducatifs. Hein, donc, je pense au Darija du Maroc, je pense au Nouchi de Côte d'Ivoire, je pense au Bichlamar du Vanuatu, par exemple. Donc, on voit qu'on a des langues populaires, comme ça, qui se mettent en place, qui évoluent, et auxquelles les pouvoirs peinent à donner leur vraie place dans le système éducatif, dans le système de création artistique, etc. Donc c'est le cas évidemment du Bichlamar au Vanuatu, donc c'est considéré comme une langue qui sert uniquement à la communication et qui n'est pas une langue de culture ni une langue possible qui soit un possible véhicule d'enseignement. Vous voyez que tout ça pose des grosses questions sociales parce qu'en fait on va avoir une grosse partie de la population qui va utiliser uniquement cette langue-là, donc qui n'aura pas, enfin qui parlera une langue qui ne sera pas légitime à l'école, et qui se parlera une langue qui ne sera pas reconnue non plus comme langue de culture. Alors que de fait, elle l'est. Je veux dire que de fait, c'est là-dedans, enfin, c'est dans ces langues-là que se crée la culture moderne. Je veux dire, donc c'est assez intéressant à observer en fait ce divorce entre, dans beaucoup de pays, entre les langues populaires et les langues d'éducation ou les langues de culture entre guillemets. Je veux dire, donc il est clair pour les linguistes depuis très longtemps que l'important c'est les langues qui se parlent et et c'est là que se crée de la culture. Je veux dire, c'est probablement, enfin, c'est peut-être aussi en train de changer avec un divorce aussi entre la culture cultivée, entre guillemets, une culture des élites en gros, et une culture populaire.
donc où ces langues populaires justement vont envahir les réseaux sociaux, YouTube, tous les réseaux, on diffuse en fait une forme de culture déconsidérée éventuellement par les tenants de la culture cultivée, mais qui est en fait ce qui crée le marché à l'heure actuelle et ce qui envahit en fait le marché de la culture petit à petit. Donc c'est assez intéressant de voir ce mouvement-là et de le voir sur le plan linguistique en fait, parce qu'il est clair que c'est en partie, enfin c'est aussi c'est la même chose qui se passe dans d'autres pays où c'est peut-être un peu moins évident, peut-être un peu moins évident, parce qu'on a eu justement un discours peut-être un peu différent ou une manière de pratiquer, enfin d'essayer de faire adhérer un peu tout le monde à la scolarité obligatoire, etc. Donc on a l'impression que par exemple dans des pays d'Europe, en fait, le divorce entre les langues populaires, bon je parle évidemment en France, vous avez aussi toute une variété de français populaire, sans même parler du verlan, des argots, des différentes cités, etc., de toutes les manifestations en fait, de la vitalité et de la transformation de la langue française. Donc vous avez ça, mais vous avez en même temps bon, on a l'impression que la prégnance de l'école reste plus forte en fait parce qu'elle s'est adaptée un peu, enfin parce que l'école a essayé d'intégrer tout le monde et de faire rentrer tout le monde dans le système social. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entendait dans le discours de Johanna Pentier, en fait, l'école comme instrument d'intégration sociale, et donc cherchant à ne pas opérer ce divorce entre les langues populaires et les langues parlées à l'école, enfin, cherchant en fait à imposer la langue légitime de l'école, même si elle reconnaît un peu une partie de la culture populaire. Il y a une problématique très très intéressante, vous voyez que dans les questions de langue et de politique linguistique, tout n'est que mouvement en fait. Je veux dire mouvement en fait entre bon évidemment l'immigration, les échanges internationaux et mouvement dans les changements dynamiques des langues et leur positionnement les unes par rapport aux autres. Mouvement interne dans les pays avec le développement de langues populaires, avec la tentative en fait des systèmes éducatifs d'intégrer au maximum pour créer de la cohésion sociale. Je veux dire, donc vous voyez que on est dans des questions qui sont extrêmement politiques et extrêmement linguistiques, j'allais dire. Je veux dire, puisqu'on voit bien qu'en fait, c'est l'évolution des différentes langues et les choix en fait en matière de système éducatif qui vont générer des situations particulières dans chaque pays, mais dans lesquelles on retrouve, mais même si les situations sont particulières dans chaque pays, en fait, on retrouve un certain nombre de constantes en fait. Donc je vous mentionnais l'exemple du Darija, du Bishlamar et d'une troisième langue populaire encore. Donc vous voyez, et du Nouchi de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'en fait c'est l'évolution de... Enfin on peut regarder ça en parallèle en fait. Et ça dit beaucoup en fait sur les changements sociétaux à l'intérieur de ces pays. Donc on va commencer aujourd'hui par regarder en fait un petit morceau du guide sur l'élaboration des politiques linguistiques éducatives, guide pour l'élaboration des politiques linguistiques, donc on a déjà regardé un peu, on va regarder donc du texte. Ensuite on regardera une petite vidéo sur la situation au Maroc. Bon, je n'irai pas très très loin parce que nos collègues vont nous faire un exposé beaucoup plus complet là-dessus, c'est juste pour amorcer un peu le débat. Et ensuite, on regardera une troisième chose, si on a le temps, en fait, qui est la position, le cadre européen commun de référence et le discours sur le cadre européen commun de référence, puisque vous allez être baigné, en fait, vous avez déjà certainement été trempé dans le cadre européen commun de référence, dont vous avez probablement retenu les niveaux, certainement, les niveaux d'évaluation. On va voir que bon, le cadre européen commun de référence est évidemment complètement orienté plurilinguisme, en fait, et que finalement, bon, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit, en fait,
que la partie évaluation et graduation des niveaux d'évaluation n'était pas quelque chose de primordial aux yeux des auteurs. Donc on va regarder en fait un peu une vidéo de Daniel Coste en fait où il explique, enfin une titre assez drôle, où il dit donc le cadre européen commun a fait le tour du monde, mais est-ce que le monde a fait le tour du cadre? C'est-à-dire que en fait donc dans la façon dont on a compris ce qu'était le cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, on a probablement laissé de côté bien des choses sur les questions de plurilinguisme. Donc on va regarder toutes ces choses-là, et voilà, allons-y. Donc là c'est le chapitre 3 en fait, où on rentre dans le sujet de l'élaboration des politiques linguistiques éducatives, facteurs sociaux de décision. Donc évidemment, quand on commence à élaborer une politique linguistique éducative dans un pays, on va commencer par faire une analyse de la situation linguistique, du substrat linguistique et des besoins linguistiques des élèves et des besoins linguistiques du pays. Vous voyez, je vous ai mentionné plusieurs cas de politique linguistique éducative. Bon, à l'intérieur, par exemple, du Vanuatu, celui sur lequel la réforme de l'éducation sur laquelle j'ai travaillé. Donc là, il y avait plusieurs besoins, en fait, dans les facteurs sociaux, évidemment. D'une part, la nécessité de faire converger les deux systèmes éducatifs parallèles qui coexistaient au Vanuatu, donc le système anglophone et le système francophone, pour créer un système unique avec deux objectifs clairs. D'une part, assurer de la cohésion à l'intérieur du pays où tout le monde puisse se comprendre, enfin qu'il y ait une intercompréhension entre les anglophones, les francophones, les biche-lamarophones et les locuteurs de toutes les langues vernaculaires, des 108 langues vernaculaires. Donc il fallait essayer de construire un système qui permette l'intercompréhension de tout le monde, éventuellement en communiquant de façon asymétrique, par exemple, que tout le monde comprenne l'anglais ou que tout le monde comprenne le français, mais que les francophones s'expriment en français, soient compris des anglophones, etc. Donc il fallait construire un système qui assure de la cohésion sociale dans le pays et qui construise en fait l'unité nationale, tout simplement, comme on l'a fait dans différents pays d'Europe en imposant une langue unique correspondant, une langue correspondant à la langue de l'État-nation. Donc là, ça se passe évidemment avec plusieurs langues. Donc il y avait cet objectif-là. D'autre part, il y avait l'objectif, en fait, fortement lié d'ailleurs justement aux travaux du Conseil de l'Europe et à la notion de plurilinguisme, en fait, l'objectif de prendre en compte les langues vernaculaires, la richesse et la diversité des langues vernaculaires. Cet objectif-là était partagé différemment selon les acteurs de la réforme, je veux dire, c'est le ministère de l'Éducation du Vanuatu, mais aussi les bailleurs de fonds. Et là, on a vu en fait qu'il y avait une grosse divergence entre la représentation de la diversité linguistique et du plurilinguisme, par exemple des bailleurs de fonds australiens, qui étaient les principaux bailleurs de fonds, et les Français ou un certain nombre de gens venant d'Europe, en fait, qui ont déjà été confrontés de près à ces questions de plurilinguisme et ont donc un discours beaucoup plus en faveur du plurilinguisme et de la diversité linguistique. Donc on voit que les représentations, elles opèrent en fait de tous les côtés, je veux dire, à la fois du côté de l'expérience des acteurs et des décideurs, comme du côté des représentations populaires. Donc je vous ai mentionné cette question-là, c'est ce type d'élaboration de politique linguistique. Donc en fonction des besoins aussi des pays, en fait, évidemment, actuellement avec le facteur de mondialisation, en fait, tous les pays du monde ne vivent plus en autarcie avec leur économie interne, je veux dire, mais sont forcés de se tourner vers l'extérieur. Donc, pour assurer leur prospérité économique et leur capacité en fait à échanger avec l'extérieur, ils vont opérer des choix de politique linguistique. Je pense par exemple, un très très bon exemple, un exemple très intelligent, c'est l'exemple de Utah aux États-Unis, Utah DLI, Utah Dual Language Immersion. Donc l'Utah, vous regardez sur la carte, on en a déjà parlé plusieurs fois, on le regardera en détail éventuellement. On écoutera peut-être quelques propos de mon collègue Greg Roberts ou de quelques autres personnes qui ont travaillé sur la politique linguistique de cet État particulier des États-Unis. Chaque État des États-Unis a une politique linguistique
plus ou moins pensées, plus ou moins conscientes. Mais l'Utah, là, on a une particulièrement claire, en fait, qui est de multiplier, en fait, les bilingues à l'intérieur de l'État pour favoriser les échanges avec d'autres pays. Donc, il y a eu le programme en chinois, Utah Dual Language Immersion avec des professeurs chinois à mi-temps. Donc là, vous avez les premières générations d'élèves qui sont sortis au niveau 12, hein, au niveau Grade 12. Donc maintenant, ils sont à l'université. Ils sont parfaitement bilingues anglais-chinois. Vous allez avoir cette année ou l'année prochaine la première génération d'élèves complètement bilingues français-anglais. Et vous avez dans les tuyaux aussi des élèves qui apprennent l'allemand, évidemment l'espagnol. Bon, l'espagnol, je vous le disais, c'est plus du tout une langue étrangère aux États-Unis, c'est même la langue majoritaire dans pas mal d'États. Donc vous avez en fait quelque chose qui va favoriser beaucoup les échanges internationaux, et c'est la politique de cet État-là, en fait. L'idée de mettre en œuvre une politique linguistique qui augmente le nombre de bilingues pour faciliter des échanges internationaux. C'est très intelligent, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Si on veut un peu de prospérité économique et d'internationalisation, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Bon voilà, alors après les choix de langue, bon, ben, pour le chinois, pour l'espagnol, pour le portugais, le français, l'allemand, c'était totalement évident. Ils ont pour l'instant un peu raté leur coup sur le côté arabophone. Je veux dire, ça fait l'Utah pensait ouvrir des sections bilingues en arabe à partir de l'année, enfin dans les années où j'y étais. Ils n'ont pas encore réussi à le faire. Bon, j'espère qu'ils vont arriver à le faire parce que c'est aussi toute une partie du monde avec laquelle il faut travailler, je veux dire, et on gagnerait beaucoup à avoir plus de bilingues côté arabophone, bien sûr, de bilingues arabe, anglais, arabe, français, etc. Bon, voilà. Donc on a ces idées dans le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques. Et donc c'est intéressant de regarder un peu comment elles sont formulées. L'élaboration de politiques linguistiques éducatives pour la diversification linguistique doit être précédée de l'analyse des conditions sociales effectives de leur mise en œuvre, des possibilités qu'offre l'enseignement, ainsi que des possibilités générales d'apprentissage des langues. L'adhésion et la mise en œuvre réussie de telles politiques dépendent des facteurs suivants. C'est-à-dire les facteurs qui nous proposent, mais évidemment vous voyez que en fait quand on construit un système d'enseignement, bon, on ne part pas de rien, je veux dire, on part des possibilités qu'offre l'enseignement. Bon, on sait que du point de vue apprentissage des langues, tous les êtres humains sont capables d'en apprendre plusieurs, et que plus on en apprend finalement mieux c'est, qu'il n'y a pas de limite en fait aux capacités de mémorisation de différentes langues. En revanche, en fait, bon, il va falloir évidemment structurer un peu tout ça et aussi avoir la logistique qui va avec. Donc, faire venir des enseignants dont c'est la langue maternelle, c'est le cas par exemple dans l'Utah. Donc ça va évidemment, il va falloir mettre des moyens dans le système éducatif. Et bon, quand on est un État, des États riches comme les États des États-Unis, les différents États des États-Unis, c'est relativement facile d'attirer des professeurs de toute une série de langues maternelles. Ce sera plus difficile dans un certain nombre de conditions. Là, vous voyez que, bon, évidemment, là, sur la mise en œuvre du programme Utah Dual Language Immersion, en fait, on propose aux enseignants des contrats pour venir enseigner où ils sont payés comme des enseignants américains. Donc évidemment, les salaires d'un enseignant américain, c'est à peu près le double du salaire d'un enseignant français, avec un coût de la vie assez comparable dans l'Utah. Donc évidemment, il n'y a pas d'hésitation. Enfin, je veux dire, c'est très facile de trouver du monde pour aller enseigner là-bas. Et on a mis en place des échanges entre les académies françaises et le district éducatif de l'Utah. Et donc ça fonctionne très très bien. Évidemment, c'est plus difficile quand on doit faire ça avec des pays
où le niveau de vie est plus faible, évidemment, et où ça va être moins attractif du point de vue des salaires pour des enseignants qui viennent de pays développés, entre guillemets. Donc il faut évidemment arriver à tenir en compte tout ça et travailler sur les questions de coopération entre les pays. Donc la représentation, donc alors les facteurs, l'adhésion et la mise en œuvre réussie de telle politique dépendent des facteurs suivants. La représentation qu'a l'opinion publique de certaines langues et de leur apprentissage, représentation qui influence les choix et la mise en place des mesures nécessaires. Donc évidemment, il va y avoir des langues qui seront plus désirables à apprendre. Bon, ben, on le voit tout de suite. En France, tout le monde apprend l'anglais parce que on a l'impression que c'est, enfin, on a l'impression, c'est un peu la langue des échanges économiques fructueux. Bon, je veux dire, évidemment, un certain nombre de gens se sont mis aussi à apprendre le chinois ou l'arabe, mais bon, l'anglais, il n'y a pas photo, c'est ce qu'on apprend en premier. Donc il y a une désirabilité évidemment des langues qu'on va apprendre et on va avoir des représentations différentes de l'apprentissage des langues. Bon, vous voyez que on apprend de moins en moins l'allemand dans le monde entier, en fait, par exemple. Bon, c'est lié à plein de facteurs, mais c'est lié en partie au fait que, évidemment, bon, même s'il y a une grosse puissance économique de l'Allemagne actuelle et réunifiée, l'allemand est réputé être une langue difficile, entre guillemets. L'allemand aussi a perdu beaucoup de terrain, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je veux dire, au moment où l'Allemagne a été coupée en deux, etc., on a parlé un peu de tout ça. Et d'autre part, bon, bah, les Allemands sont mis beaucoup à l'anglais aussi, et donc l'anglais devient une langue d'intercommunication à l'intérieur de l'Europe. Je veux dire, évidemment, les Allemands parlent beaucoup mieux l'anglais que nous autres. Donc, bon, je veux dire, quand on va communiquer avec des Allemands, on communiquera très probablement en anglais au départ. Donc, représentation qu'a l'opinion publique de certaines langues et de leur apprentissage. Donc, vous voyez qu'aussi, quand on travaille sur les langues vernaculaires, en fait, bon, je pense au cas du Vanuatu, ça a mis un peu de temps, en fait, de revaloriser l'image des langues vernaculaires. Les gens sont tellement inscrits en fait dans ces idées, dans cette situation diglossique en fait où leurs langues sont dévalorisées et ne sont pas comprises en fait. Je veux dire que ça met du temps en fait de revaloriser les langues vernaculaires et de montrer le génie qu'elles peuvent avoir. Une fois qu'on est, enfin, en même temps ça va assez vite parce que les gens sont attachés à leur langue vernaculaire. Mais à partir du moment où on manifeste de l'intérêt pour leur langue vernaculaire, ils disent bah oui, tiens, oui, c'est vrai, ça a de l'intérêt. C'est adapté à notre réalité locale. C'est des langues qui ont une certaine, enfin, qui ont une poésie, une littérature, qui véhiculent des connaissances sur l'environnement, etc. Donc là, au Vanuatu, on a fait ça évidemment pendant un temps avec l'équipe des politiques linguistiques éducatives. L'interaction entre la représentation qu'a le public de ses besoins en langue et les analyses systématiques des besoins d'une société en ce qui concerne les développements diplomatiques, économiques et commerciaux prévus et l'entrée d'un État sur la scène européenne et mondiale. Donc là, évidemment, à l'intérieur de l'Europe, l'intégration d'un certain nombre d'États, bon, on regardera ça de près, va impliquer en fait aussi des capacités de communication avec le reste de l'Europe, donc entrer en scène, entrer sur la scène européenne et mondiale, donc se développer dans des langues de communication internationale et besoin d'une société, donc l'exemple que je vous donnais de l'Utah par exemple, donc besoin d'échanges internationaux pour assurer la prospérité économique, le commerce international, l'ouverture vers d'autres cultures, etc. Donc là, on est en plein dedans et là aussi, évidemment, il va y avoir du travail à faire en fait sur les représentations des différentes cultures qu'il sera désirable d'apprendre. Donc on voit bien que ça, bon, je vous le disais il n'y a pas si longtemps, en fait on a vu des changements. On regardera peut-être, j'ai mis dans la playlist la vidéo d'un collègue de l'université de Sydney, je crois, enfin de l'université australienne en tout cas, et qui parle de l'Asie, hein, de l'état des politiques linguistiques et de l'état des échanges linguistiques avec l'Asie en général et de la place des différentes langues asiatiques. Donc on a vu changer aussi en Asie dans les dernières années en fait
l'attirance pour la langue chinoise, je veux dire, en fonction en fait du développement des différents pays asiatiques. Quand vous étiez en Thaïlande dans les années 70, mettons, 70, 80, peut-être 90, bon, vous étiez attiré, évidemment l'anglais est une langue obligatoire, donc vous étiez attiré par l'anglais, il y avait des gros échanges avec l'Amérique. L'Amérique était un peu un modèle économique et social. Euh, et donc, et en même temps, il y avait des bases américaines en Thaïlande, donc bien sûr, il y avait des échanges déjà existants depuis très très longtemps. Après, donc on s'est tourné, bon, le français a gardé une importance de langue diplomatique, de langue de culture, etc. Mais quand on a vu se développer le Japon, la Corée, etc., on s'est tourné vers ces langues asiatiques-là. D'abord le japonais et le coréen. Et ensuite, quand la Chine en fait a commencé à décoller vraiment complètement économiquement et à devenir un phare du point de vue culturel, technologique, ce qui est le cas à l'heure actuelle, hein, je dirais, beaucoup plus de gens se sont mis ou remis à apprendre le chinois. Il est arrivé souvent en fait que euh, la génération de leurs grands-parents soit venue de Chine, donc ils étaient déjà dans un univers un petit peu sinophone, mais ils l'avaient oublié et ils se sont remis au chinois évidemment. Donc vous voyez qu'il y a des interactions en fait entre les représentations que le public a de ses besoins en langue et les besoins de la société, ainsi que évidemment des phénomènes d'image en fait, de représentation ou d'image de la valeur des différentes cultures. Donc tout ça évidemment est très très, c'est pas complètement rationnel. Hein, vous vous en doutez. Vous voyez bien que bon, je veux dire, certaines cultures sont dévalorisées alors qu'elles n'ont pas du tout moins de valeur que d'autres grandes cultures. Donc nous, on a remis ça, enfin, je veux dire, les linguistes depuis Saussure ont remis ça à plat, si j'ose dire, en affirmant la valeur égale de toutes les langues. Mais on voit bien évidemment que dans les inconscients populaires ou dans les représentations populaires, il y a des valeurs attachées ou des valeurs attachées aux représentations des différentes langues. L'évolution démographique, conséquence des migrations et d'une fertilité réduite, exige des politiques qui intègrent l'apprentissage des langues dans la formation continue et dans les structures d'une société de la connaissance en réponse au changement économique et culturel global. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Donc évidemment, en Europe, on a une évolution démographique liée aux migrations, bien sûr, parce que bon, ben, vous avez un dynamisme en fait, des populations. Désolé pour ce lapsus qui n'est vraiment pas significatif. Des populations issues de la migration. Hein. Donc on exige des politiques qui intègrent l'apprentissage des langues dans la formation continuée et dans les structures d'une société de la connaissance en réponse au changement économique et culturel global. Donc d'une part, on va intégrer en fait les populations issues de la migration. Bon, c'est pas très rapide en France, hein, je suis désolé. C'est beaucoup plus rapide quand vous allez en Californie, par exemple, où au bout de quelques années, vous êtes considéré comme un natif de la Californie. Donc vous avez... alors évidemment, là, bon, c'est il y a tout un discours en fait, tout un discours derrière les questions de plurilinguisme liées aux migrations. C'est-à-dire que d'une part, on va reconnaître les langues des populations migrantes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une forte population qui va parler bambara, soninké, pula, arabe, darija, toute une série de langues issues de l'immigration. Moi, je dirais actuellement aussi tamoul, enfin bon, plein de langues. Je parle de la France, hein, ici, par exemple. Plein de langues qu'on va intégrer, en fait, dans l'ensemble des langues parlées dans les pays d'Europe. Et qu'on va essayer de valoriser, enfin on va essayer de les mettre en valeur pour que ça contribue à l'intégration harmonieuse des populations en fait. Ceci dit, là vous voyez qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir aussi que évidemment ces langues-là ne restent pas des langues parlées par une seule communauté, mais qu'elles soient dans le pot commun en fait des langues intéressantes à apprendre. Bon, je vous ai déjà raconté ma vie. Hein. Moi, quand j'ai appris le bambara, évidemment, aux langues orientales, et que j'ai commencé à travailler avec des travailleurs africains en France,
beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'apprenais une langue aussi peu parlée. Je dis, non, désolé, il y a 10 millions, plus de 10 millions de personnes qui parlent cette langue au Mali. C'est une langue importante sur l'Afrique de l'Ouest. C'est pas une petite langue. Et même si c'était une petite langue, elle aurait quand même son intérêt. Enfin, je veux dire, même si j'apprenais, je sais pas, le dogon ou le bozo, ça aurait quand même son intérêt. Donc il y a un travail énorme à faire, évidemment, sur ces questions-là. Analyse systématique des coûts et des bénéfices de politiques qui répondent aux représentations de l'opinion publique et au changement sociétal. Donc là, évidemment, c'est là que ça devient compliqué, en fait. C'est que l'éducation, ça coûte cher. Enfin, c'est des gros budgets, en fait, parce que, évidemment, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'infrastructures à mettre en place, il y a des enseignants à payer, il y a du matériel à acheter, etc. C'est un budget, c'est un gros budget, un gros investissement, mais c'est un gros investissement sur l'avenir. Je veux dire, quand vous avez une population éduquée, c'est beaucoup plus efficace qu'une population inculte, contrairement à ce que peuvent penser pas mal de dictateurs. Quand vous avez une population éduquée, évidemment, elle va être plus critique du gouvernement, ce qui ne va pas rendre les choses forcément plus simples pour les gouvernements, mais elle va en même temps être beaucoup plus productive, beaucoup plus créative, en fait, et finalement avoir un dynamisme bien plus grand et une capacité d'adaptation aussi bien plus grande. Donc ceci dit, je vous disais, donc ça, c'est des choses qui se construisent sur 15 ans, 20 ans, en fait, l'éducation d'une population, voire peut-être plusieurs générations, en fait. Vous voyez, en fait, que c'est souvent sur plusieurs générations qu'on construit une culture, évidemment, et une éducation de qualité. Donc tout ça, vous voyez la complexité, en fait, de la quadrature un peu du cercle, de la construction des politiques linguistiques éducatives, et le fait qu'évidemment, là, il va falloir faire preuve d'un peu de quelque chose d'un peu visionnaire, en fait, sur les questions éducatives. Il va falloir voir à long terme, en fait, ce qu'on veut faire. Donc, je vous mentionnais l'exemple de l'Utah, par exemple. Donc là, c'est une politique intelligente sur du long terme qui est poursuivie depuis des années, parce qu'un certain nombre de sénateurs, en fait, de l'Utah ont décidé de mettre un peu d'argent dans cette politique linguistique particulière. Donc vous allez avoir, je ne vous cache pas qu'au Vanuatu, on a moyennement, même pas très, très bien réussi du point de vue des langues vernaculaires, parce que les bailleurs de fonds, notamment australiens et néo-zélandais, enfin néo-zélandais un peu moins, mais les Australiens, ne voyaient pas un grand intérêt, en fait, à travailler sur les langues vernaculaires. Donc c'est extrêmement complexe. Ça prend du temps, en fait. Il faut avoir un discours de conviction, en fait, pour convaincre les gens de l'intérêt de travailler sur toutes les langues et de bien réfléchir, en fait, au futur et au type de société dans laquelle on veut vivre, en fait, et aux conséquences, évidemment, de la mondialisation. Donc vous voyez que on est dans du politique qui implique des choix à court terme qui vont avoir des conséquences à long terme. Donc c'est pas facile du tout de faire rentrer ça évidemment dans la tête des décideurs politiques. Voilà, donc comme le disent nos collègues de l'Union européenne, donc ces facteurs peuvent varier dans un même pays. Il faut concevoir des politiques qui tiennent compte des spécificités régionales et locales dans le cadre d'un développement politique pensé pour l'ensemble du pays. Donc voilà, donc vous voyez en fait un peu là on pose bien la problématique en fait générale de ces questions de décision sur les politiques linguistiques. On va regarder donc le sujet sur le Maroc, sur la question des politiques linguistiques au Maroc, et vous verrez en fait, si vous connaissez un peu le Maghreb et d'autres pays du Maghreb, enfin, vous verrez qu'il y a des points communs évidemment entre la situation au Maroc, des points communs et des différences bien sûr, mais des points communs assez forts entre la situation linguistique au Maroc et la situation linguistique dans d'autres pays du Maghreb. Voilà. Faut-il supprimer le français, institutionnaliser la darija, l'arabe dialectal, ou faut-il défendre l'arabe classique? La politique linguistique du Maroc est au cœur des débats. La diversité linguistique portée par l'arabe, la darija, les dialectes berbères, le français ou encore l'espagnol est au cœur d'un débat qui s'étend de la sphère politique au banc des écoles.
pour pouvoir s'ouvrir au monde et que le monde vienne vers nous, il est important d'avoir cette notion de pluralisme en termes de communication et d'intégrer le français, l'espagnol, l'anglais dans nos coutumes, dans nos manières de travailler. Et ça commence de cette manière à l'école. On se rend compte aujourd'hui de plus en plus qu'il y a énormément de très bons diplômés qui sortent de très grandes écoles et qui finalement ils sont bloqués au niveau de leur travail parce qu'ils ne maîtrisent pas le français ou ne maîtrisent pas l'anglais. Bon nombre d'écrivains marocains estiment que la pluralité des langues doit être célébrée et considérée comme une fierté. Mais dans un pays où seul l'arabe dialectal est parlé par l'ensemble des Marocains, la diversité des langues reste une source de tension. Le poids de l'histoire coloniale, les hégémonies géopolitiques et les fractures sociales ont installé des représentations souvent caricaturales. Le français est vu comme la langue de la modernité, tandis que l'arabe est assigné à la religion et à la tradition, et que la darija et les dialectes berbères sont juste bons à communiquer. Ces rapports de force génèrent des crispations identitaires, une obsession de la légitimité et des sentiments d'injustice. Depuis la fin du protectorat en 1956, la question linguistique est éminemment politique au Maroc. L'arabisation, telle qu'elle a été promue dès les années 1960 et mise en œuvre dans les années 1980, est jugée comme un massacre par les uns ou comme une nécessité de procéder à une décolonisation des esprits par les autres. Malgré les nombreuses tentatives de réforme, le système éducatif a fini par réintroduire le français à l'école pour enseigner les matières scientifiques. Dans ce bref sujet de 2 minutes sur le Maroc, donc on voit que même si c'est pas un sujet savant en fait sur les politiques linguistiques, etc. Bon, on fait intervenir 2-3 personnes qui parlent en fait des questions de politique linguistique. On voit que ça pose toutes les questions en fait qu'on vient de se poser et qu'on essaye de problématiser en fait dans le début de cette vidéo. Vous voyez bien qu'en fait, d'une part, vous avez cette situation linguistique avec un substrat linguistique au départ, avec plusieurs parlers berbères, certainement, plusieurs parlers d'arabe littéral marocain, puis après, donc les questions de scolarisation, en fait, le protectorat français, qui va imposer la scolarisation en français, et ensuite le retour de l'arabe avec l'arabisation du système éducatif. En plus, on est là dans des pays avec une démographie très très forte. Donc ça complique évidemment les questions de scolarisation et de réforme des systèmes éducatifs, puisque vous avez une très très forte poussée démographique. En fait, je veux dire, vous avez beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup d'élèves, donc il faut former des enseignants rapidement, il faut les diplômer, enfin je veux dire, on fait monter le niveau petit à petit des enseignants dans ces pays-là. Si vous voyez d'ailleurs que ça s'est passé aussi en Europe, en France, on recrutait des instituteurs au niveau du certificat d'études, puis après au niveau du bac, puis après au niveau de la licence, puis après au niveau du master. Donc en fait, au début, quand il faut scolariser des quantités de gens, on est forcément avec des enseignants moins bien formés au départ, avec moins de bagages universitaires, etc. Donc ça, c'est une des composantes du problème. C'est la même chose en Asie, c'est la même chose dans tous les pays où il y a une démographie forte, c'est la même chose au Vanuatu évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par répondre en fait à la demande, et donc ça, c'est une des composantes du problème. Ici, vous avez cette question aussi qui est fondamentale dans plein de pays en fait, c'est la prise en compte et la reconnaissance de la langue populaire d'intercommunication. Là, la Darija au Maroc, c'est la langue dans laquelle tout le monde communique. Comme dans beaucoup de pays, en fait, on va avoir des variétés populaires de la langue nationale ou d'une des langues nationales qui vont servir de langue d'intercommunication. Le djoula au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le nouchi peut-être en Côte d'Ivoire. Et en général, ces langues-là, parce qu'elles sont populaires justement, elles sont déconsidérées ou mal considérées par l'élite intellectuelle, entre guillemets, les décideurs politiques, etc., qui, eux, parlent des variétés de langues qu'ils considèrent eux-mêmes comme plus légitimes. Donc on a une difficulté, là, c'est la reconnaissance en fait, des langues populaires et leur institutionnalisation. C'est très complexe, ce n'est pas une question linguistique simple, parce qu'en fait, ces langues-là, c'est des langues qui sont extrêmement créatives, qui bougent
beaucoup, va comme toutes les langues parlées, hein, je veux dire comme toutes les langues employées, plus il y a de gens qui les emploient, plus ça bouge et plus c'est créatif, évidemment. Donc du coup, comment dire, à la fois on va essayer de les faire rentrer, enfin de les reconnaître et de les faire rentrer pour être potentiellement des langues vecteurs d'enseignement. En même temps, on sait que s'il y a une certaine opposition en fait à l'école, par exemple c'est le cas pour le verlan, pour d'autres langues argotiques, etc. Par les jeunes vont se différencier, bien sûr, éventuellement s'imposer comme langue d'intercommunication dans des petites communautés ou dans des communautés plus larges. Donc c'est une sacrée question. Là se combine la question de la langue d'enseignement, la langue véhicule d'enseignement, donc qui a été le français imposé par le protectorat pendant un temps, auquel on a répondu au moment des décolonisations, en fait, par la volonté de réinstitutionnaliser l'arabe. Mais on est parti sur un arabe classique, évidemment, comme langue véhicule d'enseignement. L'arabe classique étant considéré comme la langue digne de véhiculer de l'enseignement. Ces réformes-là, dans la plupart de ces pays-là, se sont faites beaucoup trop vite, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé, en fait, de façon assez progressive, parce qu'il fallait affirmer politiquement la volonté de décoloniser. Pas une mauvaise chose en soi, mais le problème, c'est que c'était trop rapide, c'est que ça a été trop rapide. Quand vous réformez un système éducatif, il faut partir en général du début, et donc la réforme va prendre 12 ans ou 15 ans avant que les plus grandes classes, en fait, suivent le programme qu'on a commencé à instituer dans les petites classes. Donc c'est pas facile du tout de réformer un système éducatif très rapidement, et en général quand on veut aller trop vite, on va dans le mur, on va à l'échec. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir en même temps que dans plein de pays arabophones, comme ça, en fait il y a un écart évidemment entre l'arabe dialectal parlé et l'arabe qu'on va utiliser comme langue véhicule d'éducation. C'est la même chose en Mauritanie avec le Hassania. La Mauritanie, finalement, très comparable du point de vue linguistique au Maroc, avec en plus la place des langues négro-africaines. Je veux dire, il y a certainement aussi des grandes similitudes avec ce qui s'est passé en Algérie. Peut-être en Tunisie, Zouher nous en parlera certainement tout à l'heure. Donc c'est des questions qu'on va observer de près et sur lesquelles on va voir qu'en fait l'expérience des réformes de politique linguistique et éducative acquises dans différents pays peut servir dans plein de cas, évidemment. Là, vous avez aussi évidemment la question de l'ouverture vers les marchés extérieurs qui est posée par la jeune entrepreneuse, donc qui elle veut, elle n'a pas tort, mais je veux dire c'est un point de vue quand même très commercialo-économique, je veux dire, elle veut conserver évidemment l'acquis, le plurilinguisme marocain avec l'accès au français. Elle parle parfaitement français, vous l'entendez, donc comme beaucoup des élites marocaines, donc elle va elle veut évidemment qu'on conserve en fait des grandes langues internationales comme le français, l'anglais, etc., dans le patrimoine plurilingue du Maroc. C'est des questions qu'il faudra se poser à un moment ou l'autre. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Vers quoi on veut se tourner? Avec quel pays on va entretenir des rapports économiques, commerciaux, technologiques, etc. Et donc ça, ce sera intéressant aussi à bien réfléchir. Donc évidemment, pour l'histoire, le Maroc du point de vue historique est lié évidemment à la francophonie. Il est lié aussi à la francophonie parce qu'il devient un acteur de premier plan en fait en Afrique noire. Donc il peut utiliser le français en fait pour la communication avec pas mal de pays francophones d'Afrique noire, mais il va aussi se tourner évidemment vers l'anglais, vers l'arabe, probablement vers le chinois, vers d'autres langues. En fait, c'est la richesse en fait de la mondialisation fait qu'on va avoir un plurilinguisme encore plus important dans tous ces pays. Alors je pense qu'effectivement, quand on regarde un peu toutes ces questions d'éducation plurilingue et de différentes langues de scolarisation, etc., c'est pas inintéressant de revenir en fait aux travaux du Conseil de l'Europe sur l'éducation plurilingue et donc entre autres sur la question du cadre européen commun de référence. Donc je vous ai mis dans la playlist aussi 7 petites vidéos
de Daniel Coste. Donc en 10 ans, le cadre a fait le tour du monde, mais le monde a-t-il fait le tour du cadre? Tous ceux qui ont mis le nez dans l'instrument ont été frappés du fait que constamment on répète, on n'a pas affaire à un instrument normatif, il s'agit d'un ensemble de propositions aussi ouvertes que possible, un panorama très large par exemple de ce qui concerne l'apprentissage, l'acquisition, les méthodes disponibles et ainsi de suite. En même temps, et c'est une contradiction possible, du moins une tension possible, tout le monde a été aussi sensible au fait que apparaissait en quelque sorte une sorte d'orientation qui a été considérée comme nouvelle, ce qu'on a appelé la perspective actionnelle, qui n'avait rien de très original, qui se situait tout à fait dans le prolongement des approches communicationnelles, mais qui a été perçue souvent comme étant une espèce de nouvelle orientation méthodologique possible, alors que c'était simplement un cadre, je crois, une sorte de modèle pour caractériser l'apprentissage et l'utilisation d'une langue qui n'avait pas nécessairement d'implication pédagogique en tant que telle. Bon, on a focalisé ensuite sur une notion de tâche, sur une notion de stratégie, qui ne datait pas du cadre. Tout ce qui se passe sur task, communicative learning, etc., c'est quelque chose qui préexistait très largement au cadre. Mais là, en tout cas, il y avait un lieu sensible, disons, de tension possible, de dérive possible, en ce qui concerne les usages. Les débats que Johanna Bantier évoquait à l'instant, notamment en Allemagne, mais pas simplement en Allemagne, ont porté très très tôt justement sur cette lecture possiblement réductrice, qui ferait du cadre européen commun un outil en quelque sorte purement au service d'un apprentissage instrumental des langues, de quelque chose qui serait véritablement tourné vers des usages communicatifs ordinaires en quelque sorte, et qui laisserait de côté toutes les dimensions formatrices de l'enseignement, toutes les dimensions culturelles, etc. Je crois que c'est une deuxième zone de tension qui est très très vite apparue, indépendamment de ce qui a pu apparaître aussi comme une zone de tension, qui était la lecture des échelles de niveau A1, A2, B1, B2, etc., en des termes qui apparaissaient relayés très souvent par les systèmes éducatifs eux-mêmes, comme étant des prescriptions institutionnelles, contrairement aux intentions initiales. Il est frappant par exemple de constater que le cadre européen propose, dans le souci de diversification que j'évoquais tout à l'heure, des profils extrêmement variables, extrêmement modulables, lorsqu'on combine les différentes échelles les unes avec les autres, entre les capacités langagières, inégalement développées, etc. Et il est frappant de constater que dans la plupart des systèmes éducatifs, on s'en tient à une lecture horizontale, plate, par niveau, B2, A1, A2, etc., sans tenir compte du tout de tout ce que permet en fait le cadre en termes de diversification des profils, diversification des objectifs. Ambiguïté aussi en ce qui concerne les dimensions plurilingues. Il y a eu le souci constamment de valoriser justement tout ce qui était un développement du plurilinguisme, mais à l'évidence, ce n'est pas cet aspect-là qui a été le plus reçu dans l'impact en quelque sorte du cadre européen commun, peut-être parce que, s'agissant de ces dimensions plurilingues, les échelles de compétences, les niveaux de compétences qui étaient proposés ne proposent rien. Il n'y a pas d'échelle qui atteste en quelque sorte de ce que peuvent être les capacités d'usage effectivement plurilingue, par exemple d'alternance codique, de mixage, etc. de langue, dans le cadre européen tel qu'il existe. Même chose aussi pour cette activité sans doute très très fondamentale et qui aurait pu être exploitée de manière beaucoup plus forte, qui est l'activité langagière de médiation, qui donne lieu à un certain type de définition dans le cadre européen commun, à côté de la réception, de la production, d'interaction. Il y a tout ce domaine de la médiation, mais qui n'a pas donné lieu à exploitation dans le cadre, ni vraiment au-delà, sinon assez légèrement depuis, disons, en termes d'une part d'essayer de voir comment tout ça peut s'évaluer, se décrire. Il y a des essais qui ont été faits par des collègues suisses récemment qui sont tout à fait intéressants, s'agissant de ce qu'on peut caractériser comme étant des formes d'appréciation des capacités de médiation. Et par ailleurs, il y a très très peu de travaux qui ont cherché à élargir cette notion de médiation au-delà de son aspect activité langagière, pour aller dans le sens de tout ce qui est médiation culturelle, même si dans le cadre européen commun, il y avait cette dimension aussi qui était évoquée,
de l'apprenant comme futur médiateur culturel, etc. Donc, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il y a eu à la fois des origines, disons, complexes du cadre européen commun, qui ont pesé de façon diverse, suivant les contextes d'utilisation, dans certains cas, tout sur l'évaluation, dans d'autres, une attention plus grande portée aux dimensions plurilingues, etc. etc. Très souvent, une espèce d'absence de prise en compte des ouvertures pédagogiques autres que ce qui concerne les dimensions tâches et stratégies dans le cadre européen commun. Et puis, pointer aussi ce qui, dans l'instrument lui-même, au-delà de ses origines, pouvait prêter lieu à des lectures différentes, à des dérives différentes. Donc je crois qu'on en est là aujourd'hui, avec un souci peut-être de rééquilibrage, notamment du côté du Conseil de l'Europe même, et du côté des États membres, pour dire, on n'a pas fait le tour du cadre jusqu'à présent, on en a utilisé un certain nombre de ressources, il est clair que ça a bouleversé assez sensiblement le paysage européen et un petit peu au-delà aussi. Il est clair que ça pose des problèmes qui devraient être à chaque fois des problèmes de contextualisation très attentive. Il ne s'agit pas de prendre le cadre pour une référence unique, mais de le situer par rapport à d'autres outils à disposition. Mais les lignes ont bougé, elles doivent continuer de bouger, elles ont sans doute évolué d'une certaine manière dans le domaine de la production des instruments pédagogiques. Un dernier mot peut-être avant de passer la parole à Meunier, l'idée que l'ambiguïté, elle a existé aussi au niveau du portfolio. Le portfolio a parfois été utilisé comme étant un instrument de recensement au début, uniquement de ce que faisait l'école. Dans d'autres cas, et de plus en plus, heureusement, on a tenu compte aussi de ce qu'était le capital linguistique des enfants arrivant à l'école, et la façon de le prendre en compte au niveau du portfolio. Le portfolio a été intégré à beaucoup de manuels de langue aujourd'hui, mais souvent dans une perspective beaucoup plus monolingue que plurilingue, en fonction de la langue qui est enseignée. Donc on a, y compris pour des outils qui sont des outils destinés au départ à l'apprenant, un certain nombre d'usages qui correspondent à des équilibres et à des perspectives un petit peu différentes. Je crois que c'est à peu près le point où on en est. Ce qui est clair maintenant, c'est que du côté de Strasbourg et du Conseil de l'Europe, comme l'indiquait Johanna, disons que la réflexion est un petit peu, non pas au-delà de ce qui s'est passé pour le cadre, mais en élargissant un petit peu plus, du côté des langues de scolarisation, du côté de ce qui est la prise en compte des langues de minorité, des langues régionales, etc. Et avec en quelque sorte un postulat fort, c'est que toutes les langues présentes dans l'école sont des langues de l'éducation, dans l'éducation, pour l'éducation, et que la perspective, c'est celle un petit peu de l'outil curriculum qui a été mentionné à l'instant, c'est de faire en sorte qu'il y ait des chutes de cloison, en quelque sorte, qu'on ait véritablement une perspective de plus en plus intégratrice dans la façon dont les langues sont pensées et sont agies, en quelque sorte, à l'intérieur de l'école. Ça remet en charge, évidemment, toutes les dimensions culturelles, toutes les dimensions éducatives au sens fort du terme. Il ne s'agit pas simplement de faire du plurilinguisme pour le plurilinguisme, mais de considérer que les dimensions plurilingues et les dimensions interculturelles sont absolument fondamentales pour tout projet éducatif dans nos sociétés aujourd'hui du XXIe siècle, et qui a évidemment à aller bien au-delà du cadre et pas simplement à tourner autour dans cette perspective. Donc comme toujours avec Daniel, des interventions très passionnantes en fait sur les questions de plurilinguisme et d'interculturalité, et qui remet en place un peu la façon dont on a utilisé le cadre dans beaucoup de cas en fait. Donc la perspective évidemment de collègues du Conseil de l'Europe était d'aller vers une éducation plurilingue et interculturelle, donc justement pas uniquement de travailler sur l'évaluation, évidemment, ce qui a été la façon dont a été interprété le cadre européen commun de référence avec cette lecture assez plate des niveaux, mais sur le plurilinguisme, et donc des capacités différentes dans les différentes langues que le sujet va parler, avec éventuellement des choses très très différentes en compréhension, en production, etc. Donc des profils très très différents.
et sur lesquels on ne porte pas de jugement de valeur. De même qu'on ne porte pas de jugement de valeur en fait sur les langues qui sont utilisées à l'intérieur de l'école ou chez le sujet plurilingue, mais qu'au contraire on va apprécier en fait la diversité la diversité du plurilinguisme d'un individu et la richesse en fait de tout ce qu'il acquiert non seulement à l'école mais aussi en dehors de l'école. Vous voyez que la prise en compte, par exemple, dans le portfolio européen des langues, des différentes langues que chacun peut parler, en fait, est quelque chose de particulièrement important, en fait. Finalement, toute langue que vous avez apprise ou que vous avez acquise dans un milieu complètement informel a son importance dans votre formation et dans la façon dont vous pensez et dans votre capacité en fait à acquérir des connaissances nouvelles, à les structurer, etc., dans vos capacités de raisonnement. En fait, on le voit très bien, évidemment, et le plurilinguisme est toujours une richesse. Je veux dire, évidemment, donc là, on est dans une perspective un peu différente, en fait, de la lecture scolaire et un peu castratrice, j'allais dire même, qu'on a pu faire du cadre européen commun de référence, en fait. Il ne s'agit pas simplement d'étalonner, en fait, sur des niveaux A1, même loin de là, en fait, A1, A2, etc., B1, B2 et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de faire une évaluation perpétuelle et un étalonnage perpétuel sur les niveaux. C'est ce qu'ont compris beaucoup de centres de formation en langue, beaucoup de gens qui vendent des formations en langue. C'est pas ça l'unique objectif en fait. C'est même loin de là, c'est pas du tout ça l'objectif finalement. L'objectif en fait c'est de continuer à former des individus plurilingues et de les aider à intégrer harmonieusement en fait tout leur portfolio linguistique, toute leur capacité linguistique dans la construction du sujet, dans la construction d'une approche interculturelle en même temps qui va permettre un peu plus à la fois de diversité et d'intercompréhension au sens vulgaire du terme, pas d'intercompréhension uniquement linguistique, mais de cohésion sociale par le fait qu'on va avoir des expériences justement plurilingues qui vont nous aider à nous comprendre et à nous coordonner ensemble, à fonctionner ensemble à l'intérieur d'une société multilingue. Voilà, donc c'est une vision des politiques linguistiques qui va vers la dédramatisation, en fait, le non-conflit, en fait, la non-domination linguistique. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu un univers un peu utopique, mais c'est un peu la perspective, en fait, d'intégrer tous les apports de toutes les différentes langues dans un paysage fait d'individus plurilingues, dans un paysage multilingue fait d'individus plurilingues. Voilà, si vous suivez en fait bien le déroulement de ce cours et que vous essayez de saisir un peu ce qui est derrière les travaux du Conseil de l'Europe, on est un peu dans cette perspective-là. Voilà, donc on va en reparler pendant le prochain cours. Bonne semaine, bon courage pour la suite, et puis donc on se retrouve vendredi.